Alors, nous sommes dans la partie 2, donc sur l'appareil locomoteur et la motricité, et nous allons poursuivre donc le chapitre 2-3 sur la circulation de l'influx nerveux. Alors, pour rappel, on a donc déjà vu ensemble le paragraphe 1 sur la caractérisation de l'influx nerveux, et donc le potentiel de repos, PR, ou le potentiel de membrane. Alors, vous pouvez remettre dans votre cours, à côté du titre, donc ce qui est indiqué là, PM, donc sur certains graphiques, vous verrez donc cette abréviation, donc à rajouter sur votre cours et à connaître. Alors pour mettre en évidence le potentiel de repos, on a donc besoin d'un oscilloscope, donc un appareil équipé de deux électrodes, une électrode qui reste en surface, donc elle est ici, la surface de l'axone, et une autre électrode qui est implantée à l'intérieur de l'axone. On peut se rendre compte ici sur l'écran que la DDP chute, et lorsque l'électrode est introduite, on a donc une DDP de moins 70 millivolts. Donc cette valeur est à apprendre par cœur. Donc lorsque la cellule est au repos, son potentiel, donc qu'on appelle le potentiel de repos, qu'on appelle aussi le potentiel de membrane, a une valeur négative. Et donc mettez bien en rouge, cette valeur est de moins 70 millivolts. Alors on l'a vu en activité et dans le début du cours, vous avez ici donc un fragment de l'axone, du neurone. Ici en noir, donc la membrane qui fait tout le tour. Et évidemment, ce qu'on a représenté ici, on peut le faire tout autour de la membrane. Les charges positives au repos sont à l'extérieur et les charges négatives sont du côté intracellulaire de la membrane. Donc ça, c'est un schéma à savoir refaire. Alors aujourd'hui, on va aborder donc le paragraphe 1-2 sur le potentiel d'action qu'on abrège donc PA. Alors tout d'abord, le montage qui est utilisé pour mettre en évidence le potentiel d'action. On a donc besoin, comme pour le potentiel de repos, d'un oscilloscope avec un écran et de deux électrodes d'enregistrement qui permettent de mesurer la DDP, la différence de potentiel. Donc là, on est sur un neurone sensitif, donc sur l'axone, sur le prolongement principal. Et si on veut justement mettre en évidence le potentiel d'action, il faut donc stimuler notre neurone. Et donc pour cela, on utilise donc deux électrodes de stimulation, ici avec un pôle plus et un pôle moins. Donc ce sont des impulsions électriques qui sont envoyées sur le neurone. Alors la première chose que l'on vous demande de connaître, c'est d'apprendre la représentation graphique du potentiel d'action. Alors, il faut bien comprendre que au départ, lorsque le neurone n'est pas stimulé, son potentiel de repos est de moins 70 millivolts. Lorsque ce neurone est stimulé, ce potentiel va être modifié brutalement et va apparaître alors un potentiel d'action. Alors le potentiel d'action, c'est assez simple à le reconnaître, c'est qu'en fait il y a apparition sur l'écran de l'oscilloscope un pic de différence de potentiel. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous demander de mettre cette vidéo en pause et de regarder donc sur le lien YouTube qui est juste en dessous, donc de regarder l'animation de Chantal Proux qui explique justement le potentiel d'action, justement les variations de charge de part et d'autre de la membrane grâce aux échanges d'ions potassium et sodium de part et d'autre de la membrane de l'axone, avec des transporteurs K+, et Na+, et la pompe sodium-potassium. Donc le lien de cette vidéo est copié dans le commentaire de cette vidéo de cours. Donc je vous laisse mettre cette vidéo de cours en pause et de lire et de regarder même plusieurs fois cette animation. Et on se retrouve juste après pour l'explication du graphique. Alors vous venez de voir donc l'animation de Chantal Proux sur l'explication du potentiel d'action. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à l'enregistrement graphique de ce potentiel. Alors, vous pouvez noter en dessous du titre du document 4 que ce document que l'on va voir, juste en dessous, il est à savoir refaire, à apprendre par cœur et à savoir expliquer. Donc, expliquer avec les petits schémas que vous allez rajouter au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour faire les dessins. Et une fois que tout est complété, remettez cette vidéo donc explicative depuis le début en vérifiant que votre cours est bien complet. Alors, la première chose, donc, sur votre cours, c'est donc bien cette représentation graphique du potentiel d'action. Vous voyez ici que sur cette diapo, vous avez des valeurs qui apparaissent en rouge. Donc elles sont rouges parce qu'en fait, je veux modifier celles qui sont dans le cours. Donc ici, vous avez moins 60, donc vous effacez la valeur de moins 60 et vous rajoutez moins 70.
Et en haut, vous avez une valeur de plus 50, vous l'effacez également et vous mettez la valeur plus 30. Ces deux valeurs sont à mettre en rouge en évidence pour justement vous indiquer qu'il faut les connaître. D'accord, il faut les apprendre par cœur. Alors sur ce graphique, déjà, pour bien repérer où commence et où s'arrête le potentiel d'action, on va tracer une droite horizontale qui part de la valeur moins 70 millivolts et qui va donc traverser, donc tout le graphique. Donc ça, c'est une droite que vous pouvez faire en pointillé au crayon de papier sur votre feuille. Donc, c'est-à-dire que la partie du graphique qui n'est pas confondue avec cette droite, c'est donc notre potentiel d'action. D'accord? Alors, on l'a vu en activité, il faut maintenant délimiter le graphique. On voit bien que ce n'est pas une droite, hein. Donc c'est une courbe avec plusieurs parties. Donc on va délimiter différentes parties. Alors, pour bien délimiter la première partie, c'est là, à cet endroit-là, où la courbe commence à augmenter et justement diffère de moins 70. Donc là, on va tracer une première droite verticale qui justement passe par le point d'intersection entre la droite ici, la droite en pointillé vert et la courbe noire. Ensuite, on trace une deuxième droite parallèle à la première qui passe par le pic ici. La troisième droite, elle passe par le point d'intersection entre la courbe et la droite horizontale en vert. Et la dernière, un peu plus de 3 millisecondes, on a ici donc la dernière droite verticale. Alors cet axe représente, donc ici en ordonnée, le potentiel de membrane en millivolts. Donc vous voyez que l'axe ici, le début ne commence pas à 0. Le 0 est plutôt sur la partie supérieure. Et donc on a des valeurs négatives. Et ensuite on va au niveau du temps. Et vous voyez que le temps, en fait, le 0 commence ici. Alors, on aurait pu le décaler, je pense qu'on aurait pu le mettre au début du potentiel d'action. Mais en tout cas, sachez que voilà, en tout, un potentiel d'action dure à peu près 3 millisecondes. Donc millisecondes, c'est un millième de seconde. Donc c'est vraiment des temps très courts. Maintenant qu'on a délimité les différentes phases de la courbe, on va donc les numéroter, les nommer, donc les noms sont déjà sur la courbe, on va les reprendre, et surtout les expliquer grâce aux différences de charge. Alors la première phase, c'est donc la phase 1, donc on va dire avant le potentiel d'action, c'est donc le potentiel de repos, donc lorsque votre neurone n'est pas stimulé. Vous voyez que la la courbe reste stable à une valeur de moins 70 qui est le potentiel de repos. Alors une petite remarque, vous voyez que la stimulation arrive à peu près à la moitié de cette phase 1, et pour autant, vous voyez que le neurone ne réagit pas tout de suite. Ce neurone a besoin d'un petit temps de réaction, c'est ce qu'on appelle le temps de latence. Alors on l'a vu en cours, le potentiel de repos, c'est ce qu'on a vu en début de cette vidéo. Vous voyez ici, on retrouve les électrodes de stimulation, le pôle moins et le pôle plus. Donc vous voyez qu'à l'endroit où on stimule, les charges sont inversées. Or, on enregistre au niveau de cette flèche. Donc vous voyez que la stimulation n'arrive pas encore au niveau de l'électrode d'enregistrement. Donc si on s'intéresse uniquement aux charges au niveau de l'électrode d'enregistrement, on voit bien qu'il y a des charges positives à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur. Ce qui indique pourquoi ici on a une valeur donc de moins 70. Donc pour l'instant rien ne change. Donc même si on a stimulé, la stimulation n'arrive pas encore jusqu'à l'électrode d'enregistrement. Ensuite on a la phase 2. Donc pendant la phase 1, comme on a une différence de charge plus à l'extérieur et moins à l'intérieur, on dit que la membrane est polarisée. Au cours de la phase 2, cette membrane qui était polarisée va perdre cette polarité. Donc elle va inverser ses charges. Alors comment ça s'explique? C'est qu'ici on va rajouter une flèche qui indique que ce qui est en rouge ici, qui au départ se trouvait au niveau des électrodes de stimulation, ces charges vont se déplacer vers la droite. Et donc le schéma numéro 2, qui correspond à la phase 2 du schéma, donc pour la dépolarisation, vous voyez que l'inversion des charges arrive au niveau d'électrodes d'enregistrement. On voit bien cette fois-ci que les charges négatives sont à l'extérieur et les charges positives à l'intérieur. Ce qui explique pourquoi l'intérieur est positif et donc on arrive à un DDP ou un potentiel de membrane de plus 30. Donc à la fin de la dépolarisation, votre membrane est chargée moins à l'extérieur et plus à l'intérieur, donc à l'endroit où il y a l'électrode d'enregistrement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la dépolarisation. On voit que la phase 3, la courbe va s'inverser, elle va donc
commencer à descendre. Et c'est ce qu'on appelle la repolarisation, puisque la membrane va retrouver la polarité de départ. Donc là, on le montre avec une petite flèche ici en vert. Ça indique que les charges en rouge, moins et plus, vont se déplacer encore vers la droite. On arrive donc au schéma ici numéro 3 qui correspond à la phase de repolarisation. Donc ici, on enregistre alors que les charges sont inversées, mais elles sont après. Donc ces inversions de charges, on ne les mesure plus. Ce qu'on mesure en phase 3, c'est le retour des charges positives à l'extérieur et le retour des charges négatives à l'intérieur. Donc à la fin de la phase 3, on retrouve les charges négatives à l'intérieur comme on les avait ici en phase 1. Donc c'est pour ça qu'on arrive à la fin de la phase 3, on retrouve une valeur de potentiel de membrane de moins 70. Mais cette polarisation ne s'arrête pas là, puisqu'on a vu dans l'animation de Chantal Proulx que les ions potassium vont continuer à se déplacer puisque les canaux restent ouverts plus longtemps. Donc ici, on voit bien que le potentiel de membrane passe dans des valeurs encore plus négatives, à peu près à moins 80. Donc c'est le schéma, donc c'est la phase 4 qu'on appelle l'hyperpolarisation. Le mot post-hyperpolarisation, vous pouvez l'effacer ou le mettre entre parenthèses. Le terme important ici, c'est l'hyperpolarisation. Ça veut dire que la membrane est encore plus négative à l'intérieur et encore plus positive à l'extérieur. Donc pour le représenter, voici ce petit schéma. Donc on retrouve ici les charges positives à l'extérieur. Et vous voyez que les charges négatives sont à l'intérieur, donc comme le schéma en 3. Sauf que là, j'ai rajouté des charges négatives à l'intérieur pour indiquer que on va donc hyperpolariser cette membrane. Et donc à la fin de la phase 4, vous voyez que le potentiel de membrane retourne vers la valeur de moins 70, donc les charges négatives vont vont diminuer. Ça, c'est grâce en fait au fonctionnement de la fameuse pompe sodium-potassium, donc le transporteur qui était représenté à droite dans l'animation de Chantal Proulx, puisque cette pompe en fait va renvoyer les ions là où ils étaient au départ, lors du potentiel de repos. C'est-à-dire que cette pompe va reprendre les sodiums qui étaient passés à l'intérieur, elle va les faire ressortir, et elle va prendre les potassiums qui étaient sortis de la cellule pour les faire rentrer à nouveau. Et donc à la fin de la phase 4, vous voyez que le potentiel de membrane est revenu à la valeur de repos. Autrement dit, la phase 5 ici est égale à la phase 1 qui est représentée là. Donc c'est le potentiel de repos. Donc la phase 5 a le même schéma que celui que l'on a vu ici, sauf qu'évidemment il n'y a plus de stimulation. On est plutôt dans la partie droite du schéma. On revient vers des charges positives normales à l'extérieur et des charges négatives à l'intérieur. Alors pour rappel, donc, ce potentiel d'action dure à peu près 3 millisecondes. Il faut bien comprendre, je répète, le potentiel d'action commence seulement lorsque le potentiel de membrane est différent de moins 70, donc il augmente jusqu'à peu près plus 30, il redescend, repolarisation, il va descendre un peu plus vers moins 80 et il remonte. Les phases 1 et les phases 5 ne font pas partie du potentiel d'action. Donc un potentiel d'action, c'est une dépolarisation, phase 2, une repolarisation, phase 3, et une hyperpolarisation, phase 4. Donc finalement, les phases 1 et 2, donc 1 c'est avant la stimulation et la phase 5 c'est après stimulation, il revient au repos. Alors à la phase 5, on pourrait penser que le neurone peut être à nouveau stimulé. Alors il faut bien comprendre qu'un neurone qui a été stimulé ne peut pas être stimulé, immédiatement après. Il faut lui laisser un petit temps de repos. D'accord ? Donc voilà, ce document 4 est extrêmement important, donc mettez bien en pause cette vidéo pour être sûr que votre document que vous avez dans votre cours ressemble à cette diapo. Alors dans les diapos suivantes, on va voir les caractéristiques de l'influx nerveux. Donc j'ai mis en rose les termes importants à connaître, donc qui indiquent les caractéristiques, et en jaune donc les explications de chaque caractéristique. Donc la première chose, c'est que le message nerveux est électrique. Alors pourquoi l'électrique? On l'a vu déjà précédemment, c'est que pour faire passer un message nerveux, ce sont des ions qui vont se déplacer de chaque côté de la membrane, donc du potassium et du sodium qui vont rentrer puis sortir. Donc un message nerveux, finalement, c'est un mouvement d'ions, d'accord, sodium et potassium. Alors je rappelle, puisque c'est très important, lorsque votre cellule est au repos,
elle a une différence de potentiel de moins 70 millivolts, qui est négatif. Donc ça montre bien que l'intérieur pardon, est négatif et l'extérieur est positif. Donc si on vous demande de le justifier, faites un schéma rapide, hein. Alors là, j'ai pas remis, hein, mais il faut évidemment remettre ici MIC, MEC. Là, c'est une portion d'axone, et puis évidemment, vous mettez un trait ici pour dire que les traits, hein, ça représente la membrane plasmique. Alors, autre caractéristique, c'est que le message nerveux répond à une stimulation supraliminaire. Alors, le terme supraliminaire, on va l'expliquer, mais je vous renverrai à l'activité 2, hein, page 69. C'est qu'en fait, le neurone, lorsqu'il est stimulé, il faut qu'il soit stimulé suffisamment pour répondre. Donc, autrement dit, la stimulation doit dépasser ce qu'on appelle un seuil de stimulation. Alors, dans l'activité 2, justement, on ne parle pas de seuil de stimulation, on parle de seuil d'excitabilité. D'accord? Donc, c'est la stimulation minimale, si vous voulez, un supraliminaire, c'est-à-dire la stimulation minimale pour que votre neurone réponde. Alors, justement, ça aussi, on le voit dans l'activité 2, on vous demande d'expliquer cette fameuse loi du tout ou rien. Donc, justement, si vous stimulez un neurone, mais que votre stimulation est inférieure au seuil de stimulation, ben, votre neurone ne va pas répondre. Même si vous le stimulez, en fait, il n'est pas assez stimulé. Donc finalement, s'il ne répond pas, il n'y a pas de potentiel d'action qui apparaît sur l'oscilloscope. Le tracé reste plat. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le rien. Par contre, si vous stimulez votre neurone avec une stimulation qui est supérieure, qui dépasse le seuil de stimulation, alors là, votre neurone va répondre. Il va donc produire un ou plusieurs potentiels d'action. Et en plus, même si vous augmentez encore plus votre stimulation, en fait, le neurone va répondre toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'il va toujours produire le même potentiel d'action, qui va faire la même amplitude, c'est-à-dire la même hauteur, hein, la même durée et qui aura la même forme. Alors justement, dès qu'on dépasse le seuil, on a un potentiel d'action qui apparaît. D'accord? C'est ce qu'on appelle le tout. Donc attention, hein, ce n'est pas l'intensité de la stimulation qui va faire que la hauteur du potentiel va changer, hein. Le potentiel d'action a toujours la même hauteur. Ça, c'est très très important. Donc ça, on le voit dans l'activité 2. Autre chose que l'on voit dans l'activité 2, c'est le codage, c'est-à-dire comment le neurone est capable de faire passer justement le message de l'intensité de la stimulation. Alors justement, le message nerveux, c'est ce qu'on appelle un train de potentiel d'action, c'est-à-dire que ce sont plusieurs potentiels d'action qui vont se suivre. Mais on vient de le dire, ils ont tous la même forme, la même amplitude, la même durée. Donc finalement, votre cerveau ne peut pas, si on regarde juste ça, on ne peut pas savoir si c'est fort ou faible comme stimulation. Donc en fait, comment votre neurone est capable de faire passer l'intensité de la stimulation, ça va dépendre de la fréquence de potentiel d'action, c'est-à-dire le nombre de potentiels d'action qui va apparaître, qui va être formé par unité de temps. Donc ça, la conclusion à laquelle on est arrivé à la fin de l'activité 2, page 69, c'est que plus la stimulation est forte, plus votre neurone va produire un nombre élevé de potentiels d'action. Par exemple, vous stimulez votre neurone au-dessus du seuil d'excitabilité, mais que la stimulation est plutôt moyenne. On va dire que sur 50 millisecondes, donc on a au niveau de l'axe des abscisses, vous voyez 3 pics. Donc ça veut dire qu'il a été stimulé, mais de façon moyenne. Par contre, si vous prenez le même neurone et que vous lui donnez cette fois-ci une stimulation plus forte, il va devoir montrer à l'organisme que la stimulation est plus forte. Donc au lieu de produire 3 potentiels d'action, il va en produire 6, notamment, par exemple, donc le double. Donc plus la stimulation augmente au niveau du neurone, plus le neurone va augmenter sa fréquence de potentiel d'action. D'accord? Donc ça, je vous renvoie aussi à l'activité, donc avec l'exemple de quelqu'un qui était donc hospitalisé dans le service des grands brûlés. Alors pour terminer cette partie sur le codage, donc c'est le document 5 de votre cours, vous voyez ici en fait qu'on a 6 stimulations, donc S1, S2, S3, avec des intensités croissantes, mais qui sont partagées en deux. Vous voyez ici, si on trace un trait vertical, on voit bien que pour les 3 premières stimulations, et pourtant on va de 15 à 20 millivolts,
on voit bien que là, votre neurone ne répond pas, le tracé reste à -70, c'est comme s'il était au repos. Donc on va dire que le neurone ne détecte pas ces 3 stimulations. Pourquoi? Puisqu'en fait ces 3 stimulations sont inférieures au seuil d'excitabilité. D'accord? Par contre, une fois qu'on dépasse 25, entre 20 et 25, on voit que le neurone commence à répondre. Donc ici, on voit bien qu'à 25, il produit un potentiel d'action, à 30, il en produit un autre, et à 35, il en produit un autre. Mais voyez bien que là, malgré le fait d'avoir des stimulations croissantes, donc de plus en plus fortes, on voit bien que le potentiel d'action arrive au même niveau, hein, le pic, la valeur maximale est toujours au même niveau, ici à 40, et que la valeur minimale est toujours à peu près à -90. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce n'est pas la hauteur du potentiel d'action qui indique l'intensité de la stimulation, c'est évidemment la quantité, le nombre de potentiels d'action par unité de temps qui indique justement cette intensité. Donc là, pareil, on aura l'occasion de le revoir dans l'activité. Voilà, donc on a terminé ici la partie 1-2. Donc n'hésitez pas à revoir, hein, à revoir rapidement cette vidéo de cours pour être sûr que vous avez bien tout complété, surligné dans votre cours. Et donc on se reverra dans donc soit en classe pour la suite du cours, donc qui est le paragraphe, la partie 2. Voilà.